Bonjour à tous, donc Mathieu Petit, voilà, je travaille à Fiboire Ardèche-Drôme, avec Pierre, où je m'occupe plutôt du bois énergie et entre autres d'un laboratoire d'analyse de combustible bois, où on analyse voilà, pas mal de combustibles pour différents projets de chaufferie. Et en parallèle, c'est pour ça aussi je dis que des infos viendront de là. Je m'occupe également d'une asso de producteurs qui s'appelle Chaleur Bois Qualité Plus, une association nationale donc, de producteurs de bois surtout bois énergie. Voilà. Donc, bon, c'était juste, mais ça, tu peux passer, Pierre, c'était l'introduction sur Fibois. Fibois, voilà, on est une interprofession avec comme objectif essayer de développer l'usage du bois sous toutes ses formes, donc l'énergie, d'où notre intervention ce soir. Voilà. Tu passes après, à la suite. On peut passer tout ça, c'était plus une présentation de Fibois. On va aller directement, vu que j'ai pas beaucoup de temps, au contexte. Juste, donc moi, mon but, c'était de vous parler un petit peu de la ressource, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité. Mais donc avant, ça permettait de faire un petit contexte en plus de ce qui a été dit tout à l'heure, plus à une échelle nationale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc à une échelle, voilà, une échelle nationale, le bois énergie, c'est essentiellement utilisé en tant qu'énergie renouvelable pour une production de chaleur. Voilà, plus que pour des productions d'électricité. On a quelques cogénérations, mais c'est quand même très, très faible. C'est essentiellement des chaufferies, des réseaux de chaleur qui sont mis en œuvre. Alors, hop, normalement, c'est bon. Voilà, caméra. Et donc, voilà, pour vous dire, donc, les chaufferies, ce n'est pas tout récent. Des chaufferies qui sont industrielles ou collectives, on en a plus de 7000 installées en France. Tu peux passer, Pierre, si tu veux. Donc, sur le bois déchiqueté, on a plusieurs, enfin sur le bois énergie, on a plusieurs combustibles. Celui qui va nous intéresser ce soir, c'est essentiellement le bois déchiqueté, qui est plutôt un combustible qu'on va viser pour le secteur industriel. Alors, il pourrait y avoir un peu de granulé bois. Après, voilà, le granulé est déjà beaucoup solide. C'est un combustible qui est déjà très utilisé sur le secteur domestique et petit collectif. Voilà, donc c'est pour pas dire que ça ne marche pas. C'est juste que c'est pas forcément souvent le plus pertinent. Donc, on va surtout, là, ma présentation est surtout autour du bois déchiqueté. On peut passer à la suite. Sur ce bois déchiqueté, donc dès le départ, pour tout de suite mettre un peu le contexte, on a plusieurs gisements. Quand on parle de bois déchiqueté, vous allez retrouver, selon avec qui vous parlez, soit du bois forestier, qui peuvent être des troncs, des arbres entiers, soit des connexes de scierie, c'est-à-dire des produits qui proviennent des scieries. Une fois qu'on a scié du bois, on a souvent des déchets, qui peuvent être sous forme de plaquettes, sous forme de planches mal calibrées, qu'on peut appeler des doses, des niaux, ou ce qu'on appelle des chutes courtes, c'est-à-dire des bouts de tronc. On a aussi tout ce qu'on appelle le bois d'emballage, les palettes, les cagettes, qu'on peut valoriser sous réserve d'une mise en place de certification spécifique. Et également, pareil, pour tout ce qui est le bois issu du déchet vert, uniquement la partie ligneuse. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de fraction ligneuse. Ces gisements-là, en fonction de ce qu'on va vouloir sur l'installation que vous allez avoir, on ne va pas forcément pouvoir utiliser tous ces gisements sur tout type d'installation. Derrière, parce que derrière, on va avoir des problématiques de produits plus ou moins dégradés, donc ça va nécessiter des dispositifs, des installations spécifiques. Et donc souvent, voilà, c'est un peu là un petit résumé, mais par rapport à la puissance de l'installation, le bois forestier, on le retrouve pour tout type d'installation. Après, pour les produits type bois d'emballage, je crois que les déchets verts sont plutôt réservés à des chaufferies vraiment industrielles. Une fois qu'on a choisi ce gisement, l'autre point important qu'il faudra bien regarder sur le combustible, donc il y en aura deux, c'est la granulométrie et l'humidité. La granulométrie, c'est la taille des plaquettes. Ce qui va être donc au niveau normatif, on a toute une classification de la granulométrie que je vous ai affichée là à l'écran, qui comporte la lettre P, et puis qui va voilà, de plusieurs cycles, de P16 pour la plus petite plaquette, c'est à gauche, en haut à gauche, jusqu'à du PL, la colonne de droite, PL10, PL20, qui sont des grosses plaquettes, anciennement ce qu'on appelait P100. La taille, c'est pas anodin. Derrière cette taille-là, en fait, il faut absolument adapter le bon produit à à son installation. Et la taille de la plaquette va surtout avoir un impact sur le convoyage. Le convoyage, c'est ce qui va permettre d'alimenter le bois jusqu'à la chaudière. On a différents types de convoyage selon les puissances, soit des décileurs rotatifs qu'on voit en haut à gauche, soit des systèmes plus industriels qui sont soit des échelles racleuses ou carrément
ce qu'on appelle top loader, c'est-à-dire des godets qui raclent le bois sur une dalle béton. Ce qui est important, c'est que voilà, il faut absolument adapter. Si on prend des produits trop gros, on risque des blocages, des bourrages, et donc derrière des pannes ou des arrêts de production de chaleur qui peuvent avoir un impact non négligeable pour un industriel. Donc là, souvent, une des premières choses, c'est de ne pas lésigner là-dessus et pas vouloir aller sur des choses trop grossières si jamais on n'a pas l'installation en face et surtout les systèmes de convoyage qui vont avec. Donc ça, c'est le premier point qu'il faudra regarder. Et puis derrière, on aura l'humidité. Toujours pareil, l'humidité, il va falloir le bois énergie. On peut avoir différents types d'humidité du bois. On peut avoir du bois très humide, donc jusqu'à 45% d'humidité, plutôt de la plaquette assez sèche, inférieure à 30% d'humidité. Ces humidités, on va choisir la classe qui convient, pas en fonction de la tolérance de la chaudière, où souvent les chaudières ont des plages de tolérance qui peuvent des fois couvrir tout le spectre de l'humidité du bois, mais surtout par rapport donc, à la taille de son foyer, de manière à où est-ce qu'elle est capable de tenir des performances, des hautes performances, avec une humidité, avec quelle humidité elle peut garantir des performances de puissance ou de production de chaleur. Voilà, donc il faudra, donc là c'est un petit résumé qui peuvent être affinés en fonction de la typologie de l'installation, etc. Ça donne un ordre de grandeur. Mais le but, c'est important de bien choisir son humidité, parce que c'est ça, en fait, ce binôme humidité-granulométrie va définir le type de produit qu'on veut. Et donc, de fait, la filière sur laquelle on va s'appuyer, et voire même le type le tarif. Enfin, d'autres paramètres donc, qui sont à bien faire attention, d'où le fait que les produits type emballage ou déchets verts, on les autorise plutôt sur des gros chaufferies industriels. Dans les combustibles bois, alors on n'a pas beaucoup d'éléments chimiques qui posent problème. C'est le petit graphique en bas où c'est moins de 2% de ce qui contient le bois. C'est des éléments chimiques qui peuvent perturber la combustion. Parmi eux, on a l'azote, le chlore, le soufre. C'est des éléments, s'ils sont présents en trop forte proportion, peuvent perturber la combustion et donc souvent ou la qualité des rejets. Et donc derrière, ça nécessite sur des installations de mettre en place plein d'équipements annexes, type filtration, pour pouvoir accepter des taux des fois un peu supérieurs. Et donc c'est pour ça qu'on peut vite, selon le gisement qu'on va choisir, avoir une installation très basique, un peu schématisée ici avec une chaudière et un silo, et des fois avoir des installations un peu plus complexes. On va de la chaudière, avant de rejeter dans l'air, on va avoir tout un système de filtration. Donc, c'est là où ça va être important aussi de faire attention au gisement qu'on va choisir. Ça a un impact sur les éléments chimiques et donc derrière sur le type d'installation qu'on vise. Et enfin, une fois qu'on a choisi tout ça, au niveau de la ressource, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, la filière s'est pas mal développée sur la plaquette, surtout en Ardèche, et on dispose d'une flotte de moyens de transport de la plaquette assez large. On peut aller du camion souffleur jusqu'au camion souffleur, donc un camion un peu comme le granulé, où on va souffler la plaquette directement dans le silo, qui a beaucoup d'avantages, puisque ça permet des fois d'avoir le camion qui n'est pas forcément positionné à côté du silo. Enfin, on peut être un peu éloigné, on peut livrer de plein pied. Enfin, il y a aussi énormément d'avantages sur ce type de camion, jusqu'à des grandes semis fonds mouvants standards qu'on peut avoir dans le monde industriel. Tout ça pour dire que ça, aujourd'hui, alors pareil, en fonction du type de chaufferie, on va choisir il va falloir choisir le bon moyen de livraison. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la configuration, il n'y a quasiment aucune configuration où on n'est pas en capacité de livrer de la plaquette, puisque quasiment tous les véhicules existent. Et puis, il y a plus derrière un peu tous les types de gisements. Donc, je vous ai présenté un peu la partie qualité de la ressource. L'idée, c'était de faire juste un petit focus. Pierre en a parlé juste un peu avant sur en termes de quantité. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a la ressource suffisante? Donc, comme ça a été dit, l'Ardèche fait partie des départements les plus boisés de France, comme le montre cette carte, qui est une vue en 2019 des taux de boisement. On voit bien l'Ardèche qui est quand même clairement dans la légende des verts foncés. Voilà, elle fait partie des départements les plus boisés de France. Tous les schémas qui sont à gauche sont des schémas que j'ai récupérés au niveau du CIL, au niveau du CER, plutôt au niveau national, là, dans un document qui s'appelle Question-réponse Bois Énergie, qui montre ce que c'est que l'accroissement et ce qu'on récolte aujourd'hui. En blanc, vous avez tout ce qui est le capital sur pied, donc toute la forêt qu'on a en France. Les 6 petits arbres colorés, c'est ce qui pousse chaque année.
Et les 3 petits arbres hachurés, c'est ce qu'on récolte annuellement, pas que pour le bois énergie, tout confondu. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est encore très, très loin de ce qu'on pourrait appeler de la déforestation, comme on peut la voir dans d'autres pays, comme on peut des fois voir différents sujets médiatiques. On en est quand même très, très loin. Et donc, on a une ressource forestière qui est abondante. Et bon, il peut y avoir des secteurs de France plus compliqués, mais en tout cas, chez nous, sur l'Ardèche, ce n'est pas le cas. Ni l'Ardèche, ni département limitrophe. Enfin, pour finir, ce que j'ai pu mais je crois que c'est une de mes dernières diapos, la production de bois déchiqueté, donc ce n'est pas tout nouveau en Ardèche. On a pas mal de producteurs. Alors là, je vous ai mis une carte d'un réseau, là, le réseau dont je m'occupe, qui s'appelle CBQ+, qui est un réseau de fournisseurs certifiés ISO 9001, donc sur tout ce qui est respect du qualité de management, de qualité de produit, qualité de service. Donc, je vous ai fait un petit zoom sur Drôme Ardèche pour vous montrer, parce que souvent, là, on a un focus sur l'Ardèche, mais c'est vrai que des fois, l'approvisionnement peut venir des départements limitrophes. J'aurais pu mettre aussi ceux d'à côté. Je me suis servi d'une ancienne diapo. On a quand même pas mal de fournisseurs qui sont présents. Rien que sur l'Ardèche, on a 4 fournisseurs qui sont déjà qui font du bois déchiqueté. Pour donner une idée, et pour vous donner quelques chiffres, c'est sur les producteurs ardéchois produisent quasiment l'équivalent de 60 000 tonnes. Et à côté de ça, en face, on a une consommation de 35 000 tonnes de bois consommées dans des chaufferies en Ardèche, à peu près. Donc, ça peut vous donner une idée, c'est qu'on est aujourd'hui clairement sur un territoire où on peut produire du bois déchiqueté, où on a la capacité de produire plus que ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, il y a largement la place pour faire, et sans parler de tous les fournisseurs qui pourraient être sur les départements limitrophes. Donc, c'était quelques chiffres que je vous donnais. Hein. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on considère qu'on a quasiment 1,5 million de tonnes de produites, et c'est à peu près 12 millions de tonnes au niveau national. Tout gisement confondu, que ce soit du bois forestier ou du déchet. Donc, voilà à peu près donc pour vous donner un ordre de grandeur et vous recontextualiser aussi entre ce qui est consommé sur le territoire et ce qui est la capacité et ce qui est produit aujourd'hui, où on voit bien qu'on est au-delà de ce qui est consommé. Et c'était bien ça, c'était ma dernière diapositive. Donc c'était un peu une petite en introduction à quelques données sur la qualité des combustibles et puis surtout la ressource disponible. Ok, merci beaucoup Mathieu pour ta présentation. Donc maintenant, on va passer à la présentation, au retour d'expérience de Monsieur Bonnet et de Monsieur Duriez sur la papeterie de Visil. Donc même principe, moi quand il faut changer de diapo. Écoutez, Nicolas, si tu veux, j'attaque puisqu'on fait ça à 2 voix. Pas de souci, vas-y Pierre. Allez. Donc Vika, le papeterie Visil appartient à un groupe qui est assez connu dans la région, c'est le groupe Vika, c'est une affaire de famille. Cette papeterie appartenait à la famille, appartient à la famille Vika depuis à peu près 150 ans. On est à Visil, on est le seul papetier, nous, dans le groupe Vika. On est à Visil, à côté de Grenoble. Et les papetiers, même si nous, on est de taille modeste, on fabrique à peu près 25 000 de papier par an, 25 à 30 000 tonnes. Les papetiers, quels qu'ils soient, sont des gros consommateurs d'énergie. On va travailler aussi du bois, mais sous une autre forme, la pâte à papier, c'est-à-dire la fibre de cellulose, quand elle sort d'usines que vous connaissez aussi, comme Tarascon ou Saint-Gaudens ou d'autres. Et ça, on va la travailler en y mélangeant beaucoup d'eau et ensuite la raffiner, c'est-à-dire faire se séparer des fibres pour ensuite pouvoir réassembler ces fibres sous une forme qui nous permettront de faire les différents papiers. Il n'y a pas que le papier pour l'édition, il y a le papier qu'on utilise, peut-être utilisé aussi récemment, quelle que soit la période, ce qu'on appelle la bande à joint, quand on assemble 2 plaques de plaques au plâtre, par exemple, et bien au milieu, le papier qu'on appelle aussi le calico de temps en temps, c'est un papier qu'on fabrique ici au papeterie de Visil, pratiquement pour toute l'Europe. Et tous ces papiers sont différents. Et le seul point commun, c'est qu'on va mettre beaucoup d'eau pour les travailler et ensuite, il va falloir évacuer cette eau. Donc, beaucoup d'eau pour travailler, ça veut dire aussi beaucoup de pompage, beaucoup de raffinage qui consomme beaucoup d'énergie électrique et beaucoup d'énergie thermique
pour évacuer cette eau. On va commencer par mettre sur ce qu'on appelle une table de formation un mélange qui va contenir entre 5 et aux alentours de 5% de pâte à papier et 95% d'eau. Et puis, on va travailler ça tout au long de la machine à papier pour arriver à la fin à un papier qui va contenir que 5% d'eau. Donc, toute cette eau, il a fallu l'évacuer et on utilise pour ça de la vapeur. Et cette vapeur, jusque dans les années 2010-2012, on la produisait au papeterie Visil avec du fioul. Donc, fioul, comme c'est utilisé encore, enfin le fioul beaucoup moins dans les papeteries, mais d'autres formes de combustibles fossiles restent très souvent utilisées dans un certain nombre de papeteries. Et en 2012 a été décidé l'investissement d'une chaufferie biomasse pour être moins dépendant de ce que sont les coûts de l'énergie, ou plutôt les fluctuations de l'énergie fossile. Et on a investi sur cette chaudière, qui est une chaudière biomasse de 8 mégawatts, à laquelle on associe une chaudière gaz qui prend le relais sur les volumes d'énergie qui ne seraient pas suffisants, les volumes d'énergie manquants depuis la chaudière biomasse. Je sais qu'il y aura un slide tout à l'heure par Nicolas sur justement cette modulation. Voilà, donc aujourd'hui, on a cette chaudière biomasse qui fonctionne parfaitement, qui est à un taux d'ailleurs de plus de 90, voire presque 95%, voire même parfois plus d'énergie biomasse par rapport à l'énergie gaz. Et c'est évident que dans la période qu'on vient de traverser, c'est un vrai atout. Sans trop citer de chiffres, mais il nous faut 2 mégawattheures thermiques par tonne de papier, quand même, hein, ça vous donne une idée. Au total, on consomme à peu près 50 gigawattheures par an d'énergie thermique, dont 95% à peu près viennent de cette chaudière biomasse. Et je vais laisser Nicolas en présenter les principales caractéristiques. Très bien, merci Pierre. Bonsoir à tous. Donc effectivement, Nicolas Duret, je suis NJ Solutions. Juste pour faire une petite aparté, puisque j'ai vu qu'on parlait de 60 000 tonnes de bois sur l'Ardèche. Il faut savoir que nous, NJ Solutions, sur les deux Savoie et l'Isère, on consomme environ 120 000 tonnes de bois, dont 20 000 tonnes, 20 à 22 000 tonnes sur la papeterie de Visil pour produire ces 50 000 mégawatts thermiques dont vient de nous parler Pierre. Donc effectivement, l'industriel a souhaité investir dans une biomasse. Alors, il y a eu une opportunité, hein, les BCAT, des subventions, et le pari sur l'avenir, sur le fait que le prix de la biomasse, le prix d'énergie de la biomasse serait moins volatile. Ce n'était pas beaucoup moins cher à l'époque, mais il serait moins volatile que les énergies fossiles. Ça s'est avéré depuis, mais c'était quand même un pari à un moment donné. Et puis, bon, on avait quelques contraintes et contraintes du site, mais aussi avec la biomasse, la nécessité d'avoir un appoint secours intégral, hein, d'où la chaufferie gaz qu'on a dû conserver, mais l'objectif étant d'aller le plus haut possible en taux de couverture, et puis une emprise au sol qui est plus importante qu'avec une chaufferie gaz seule. Donc, on va aller à la slide suivante. Donc, comment on a fait en collaboration avec l'industriel, donc avec Vicat, on a analysé les consommations sur une période donnée, et on avait à peu près ça, hein, c'est le graphe en vert la biomasse et en jaune le gaz sur une semaine. Alors on a fait plusieurs semaines, mais sur une semaine standard, et on a pu dimensionner l'installation pour avoir 8,2 mégawatts de bois et 14 mégawatts de gaz, c'est-à-dire 14 mégawatts qui faisaient le secours et les pointes, besoins en pointe de l'industriel. L'objectif qu'on s'est donné, c'était à l'origine un taux de couverture de 75% des besoins vapeur et un rendement biomasse et gaz garanti dans le temps. C'est l'association entre Vicat et NJ Solutions avec un objectif et des garanties que l'on devait fournir. Donc sur cette base, on va aller à la slide d'après. Sur cette base, on a et les contraintes de place qu'il y avait sur le site. Hein, Vicat a sur son site deux turbines hydrauliques avec des canaux qui passent en sous-sol, donc on ne pouvait pas faire des silos enterrés. On a choisi une implantation avec un silo aérien. Donc vous voyez tout à gauche le petit cabanon, là c'est le dépotage du bois. Les camions arrivent, déchargent ici. Le bois monte dans un silo aérien.
un silo aérien qui va faire descendre le bois dans un second convoyeur et le bâtiment principal au milieu avec la chaufferie biomasse, la ligne biomasse, la ligne traitement de fumée et à droite, la chaudière gaz. Donc, il faut de l'emprise, mais on était un peu au chausse-pied, mais ça a pu se faire sur ce site. Malgré que le site soit assez contraint, on a pu installer cette chaufferie. Voilà. La suivante. Les phases du projet. Donc, c'était dans le cadre d'un projet appel à projet BCIAT, subventionné par l'ADEME, donc celui de 2010. Donc, il y a eu 18 mois entre le lancement des travaux et le démarrage de l'installation effectif. 18 mois, alors il y a eu le montage du projet, les discussions avec l'industriel sur savoir qui finançait l'installation, quel contrat on mettait en œuvre. Et ensuite, 18 mois de travaux pour pouvoir démarrer l'installation. Dès mars 2013, elle a commencé à débiter au bois. Mais on va dire il y a à peu près 4 mois de mise au point, notamment sur, on a parlé juste avant, là, la qualité de la biomasse qui était importante et structurer l'approvisionnement biomasse qui n'était pas forcément très simple. Donc le projet pour 8,4 MW, 8,2 MW au bois et 14 MW de gaz, donc avec les bâtiments et silos, c'était un investissement de 5 millions d'euros avec une subvention de 1,8 million d'euros de l'ADEME. Entendu, c'est Vicat qui a financé son installation, sa propre installation. Voilà. Quelques particularités techniques. Alors, on était en milieu industriel, notamment la papeterie a besoin de vapeur très rapidement, avec parfois quelques à-coups. Ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est que la biomasse, elle ne réagit pas aussi vite qu'une chaufferie gaz, avec beaucoup plus d'inertie, à la hausse en puissance, mais à la baisse également. Et puis, le gaz, comment dire, le gaz ne servant qu'en appoint, il fallait qu'on puisse limiter au maximum la consommation de gaz quand on n'avait pas besoin de gaz. Pour autant, en cas de panne de la chaudière biomasse, il faut que la chaudière gaz puisse fournir instantanément la vapeur dont l'industriel a besoin. Donc, on a mis en place 2 éléments. Alors, ils sont inversés sur les photos, je suis désolé. À droite, hein, le brûleur en bleu, c'est la torchère. On a mis une torchère. Cette torchère gaz fait que cette chaudière, ce brûleur, il est capable de donner 14 MW, mais il est également capable de fonctionner à son minimum technique à 140 kW, donc avec une rangeabilité de 90 pour pouvoir effectivement éviter des démarrages et des arrêts de chaudière gaz qui auraient fait qu'on aurait perdu en rendement et consommé du gaz inutilement. Ça, c'est le premier point. Et puis, donc à gauche, cette fois-ci sur la photo, mais à droite sur l'écriture, la vanne de déverse. C'est une vanne qu'on a mis en place pour protéger la chaudière biomasse des à-coups de demande de vapeur du process industriel. C'est-à-dire qu'on limite l'appel de vapeur pour ne pas perdre le niveau du plan d'eau et entraîner un arrêt biomasse. Bon, c'est assez technique, mais c'est important de faire en sorte que la puissance et l'énergie qu'on peut amener par rapport à la biomasse soient en adéquation avec le besoin process du client. Voilà, donc c'est ces 2 précautions. Le bilan actuel, alors Pierre l'a dit, on a, au fur et à mesure des années, on a amélioré ce taux de couverture. Je vous avais dit qu'on avait un objectif de 75%. On est autour de 90% de taux de couverture annuel, donc sur les 50 000 MWh qui sont produits annuellement. Et en phase à peu près constante, donc on a des longues phases assez constantes sur des productions assez constantes, on est à plus de 96% de taux de couverture. Tout en conservant le secours, c'est-à-dire que la chaudière gaz est capable de produire de la vapeur et produire 12 tonneurs de vapeur de façon quasi instantanée. Le taux de disponibilité horaire, lui aussi, est également autour de 96%. Au-delà des prévisions, on était parti plutôt sur 92%. Une réactivité de la chaudière biomasse supérieure à celle que nous pensions obtenir. Je vous montrerai une courbe dans la slide d'après. Un rendement annuel d'exploitation de la biomasse, là aussi, on était un peu dans l'incertitude, hein, à savoir que c'était les premières grosses chaufferies biomasse que l'on faisait, qu'on exploitait en tout cas en 2010-2012.
Et donc, on avait quelques craintes sur le rendement global d'exploitation annuel. Donc, vous voyez, on est à 85% pour 2020, ce qui est largement comparable à ce qu'on pourrait avoir au gaz. Des choix judicieux et les investissements qu'on a fait par la suite, on a renouvelé ces deux choix techniques qui sont la torchère pour la modulation de 80 sur le brûleur et la vanne de déverse qui protège le niveau d'eau de la chaudière biomasse. Et puis, une vraie stabilité des prix. Alors, vous voyez, je vous ai noté ça, de 2012 à 2022, on a eu 1 € de plus par mégawattheure PCI en achat de biomasse. Il est vrai que depuis le mois de mai 2022, ça a augmenté, mais on est passé, on a augmenté de 3 à 4 € cette année. Bon, c'est sans commune mesure avec l'augmentation du prix de l'électricité ou du gaz, qui lui a fait facilement fois 4 ou 5, je crois, Pierre, si Oui, c'est même plus que ça, ça varie tout le temps et il est reparti à la hausse. D'accord, voilà, donc il y a vraiment une vraie stabilité là-dessus. Par contre, les points à ne pas négliger, bien sûr, c'est le coût d'exploitation, qui en heures de maintenance et en coût de remplacement des pièces qui avait été assez sous-dimensionné, mais sous-dimensionné par rapport à ce qu'on s'imaginait. Mais donc, c'est un point à ne pas négliger. Vraiment, c'est important de faire les plans d'entretien pour arriver à ces taux de disponibilité, ces taux de couverture au-delà de 95%. Il faut vraiment que le plan de maintenance soit respecté. Et puis, une vigilance très particulière sur la qualité de la biomasse, mais ça rejoint ce que disait l'intervenant précédent. Et on arrive assez facilement à faire des courbes de proportionnalité entre le taux de disponibilité horaire et la qualité de la biomasse, en termes de granulométrie, de taux de fine, d'humidité également. C'est assez bluffant. Dès qu'on a la qualité de biomasse qui tombe, on casse quelque chose et donc la chaudière s'arrête. Donc maintenant, on est vigilant et d'où la structuration de la filière biomasse pour pouvoir avoir ces appros réguliers et de qualité. Pardon. Donc, je vous avais dit le suivi de la couverture. Donc c'est une courbe, pour exemple. Vous avez le besoin vapeur du client qui est la courbe en rouge. En noir, c'est le débit de vapeur assuré par la chaudière biomasse. Et puis en bleu, c'est la pression vapeur de la biomasse, puisqu'on est régulé sur la pression produit en fonction de la pression du besoin en pression du client. Et on voit alors en début de le 24 et le 25 janvier, là, on est supérieur. Donc la différence entre le noir et le rouge, c'est le gaz qui va le faire. Et puis, quand le besoin process du client arrive à peu près à la capacité de la chaudière biomasse, donc le gaz s'arrête et on voit très clairement que la courbe noire et la courbe rouge se confondent, à savoir que le bois réagit et suit parfaitement la demande du besoin, la demande du client, enfin du process client. C'était pour vous montrer cette réactivité qui était supérieure à celle qu'on imaginait et on arrive à suivre assez précisément le besoin du client. À savoir que pour arriver à ça, il y a eu un travail conjoint entre nous, exploitants de la chaufferie, et les équipes de Pierre sur le site pour justement pas limiter les appels vapeur incessants ou les casse-papiers, enfin ces choses-là, pour qu'on soit le plus régulier possible, même si vous voyez que ça varie quand même, justement pour qu'au maximum on consomme de la biomasse plutôt que du gaz. Voilà, et en conclusion, cette installation, elle a 10 ans. Bon, c'est un petit post qu'on avait partagé avec Pierre sur LinkedIn, mais cette installation, elle a 10 ans. On est en vrai partenariat avec l'industriel. Je crois que ça peut se faire que comme ça peut fonctionner que comme ça. Il y a une forte exigence de l'industriel, une forte exigence d'Engie Solutions vis-à-vis de ses équipes. Et après 10 ans, l'installation, elle est comme neuve. On a beaucoup progressé en taux de couverture. Et voilà, il me semble que ça a vraiment été du gagnant-gagnant et nous, on ne regrette pas et je pense que l'industriel non plus ne regrette pas son investissement. Non, je confirme aujourd'hui, notamment après l'année qu'on vient de passer, c'est un investissement qu'on ne regrette pas. La chaudière compte, qu'on voit, je crois que vous avez une intervention compte aussi tout à l'heure,
est vraiment en très bon état, Alors, on se donne les moyens, on l'entretient, mais comme n'importe quel outil industriel. Et c'est vrai que sur cette année qui vient de passer, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de garder de la compétitivité sur nos marchés, parce que nous, on vend nos papiers un peu partout en Europe, et ça, c'est un bel outil qui nous aide dans ce sens-là. On a fait visiter cette chaudière à vos amis de la Fibois de l'Isère il n'y a pas bien longtemps, ça devait être au mois de juillet. Alors l'Ardèche, vous n'êtes pas bien loin. Si ça vous est ouvert, évidemment, le site. Alors il y a peut-être des plus proches, hein, mais si vous souhaitez organiser une visite ici, ça sera très facile à faire. On était très heureux d'accueillir Fibois d'Isère. Je crois que c'était fin juillet ou fin juin, je ne sais plus. C'était un bon moment, on a un bon souvenir. Ok, bah, merci beaucoup pour votre intervention et puis votre invitation. Donc maintenant, on va passer à Madame Paulus pour le bureau d'études Indigo, qui va nous présenter le suivi et l'accompagnement que peuvent proposer les bureaux d'études dans l'installation et la conception d'une chaudière biomasse. Oui, bonjour. Du coup, Florence Paulus à Indigo. Je suis responsable développement à Chambéry, dans l'agence de Chambéry. Mais Indigo, donc on rayonne à l'échelle nationale. C'est vous qui avez la main sur le… Je n'ai pas suivi en fait sur l'écran. Ouais, c'est ça. Voilà, donc du coup, on travaille sur tous les domaines du développement durable, donc dont l'énergie et le bâtiment, qui peuvent concerner nos projets de chaufferie biomasse. On travaille de l'étude jusqu'à la mise en œuvre, soit en maîtrise d'œuvre, soit en assistance à maîtrise d'ouvrage. Je vous laisse avancer. Et du coup, voilà, on travaille donc depuis une dizaine d'années dans l'industrie. On a travaillé pendant 6 ans à l'accompagnement des dossiers BCIAT. Donc, on a auprès des industriels, on leur faisait des études d'opportunité pour leur faciliter le choix de partir vers la biomasse, et après, on montait le dossier BCIAT avec eux. Et puis là, depuis 1 an, on réalise des études d'opportunité décarbonation dans l'industrie. Donc, c'est des études qui sont financées par l'ADEME. Et au travers de ces études, on étudie à nouveau des projets biomasse. Donc, je vous ferai part un peu des REX sur qu'est-ce qu'on voit dans ces industries et dans quel cas, en fait, les projets sont plutôt viables ou pas viables. Et voilà, on s'appuie aussi sur notre REX interne, sur le fait qu'on a accompagné des gros projets biomasse, soit auprès d'Engie, qui était participant avant sur le dossier, auprès d'Engie ou d'industriels sur des chaudières plutôt du coup vapeur autour de 5 MW. Et après, on accompagne des plus gros projets, donc à partir de 20-30 MW, mais plutôt en assistance à maîtrise d'ouvrage, comme le projet de Metex qui est sur la commune d'Amiens, donc plutôt dans le nord de la France. Voilà. Du coup, le REX sur les études de décarbonation, donc actuellement, on a déjà fait une 40aine d'études, donc à peu près sur les 40 industriels audités, à peu près 2 sur 3 peuvent envisager la mise en place d'une chaudière biomasse. Donc, les cas les plus simples, c'est effectivement que vous avez déjà actuellement une chaudière gaz ou une chaufferie gaz qui fait de l'eau chaude ou de la vapeur. Donc là, la substitution est assez simple, c'est comme le projet présenté juste avant sur la papeterie de Lisible. Mais vu que le prix du gaz en ce moment augmente fortement, on peut aussi réfléchir sur des projets un peu plus complexes, comme faire des réseaux qui alimenteraient après des process en air chaud, donc des tunnels ou des tunnels de séchage. Donc, on peut faire des réseaux vapeur ou eau chauffée, mettre en place des batteries et faire de l'air chaud à partir de la biomasse. Par contre, effectivement, si on n'atteint pas des températures qui sont très hautes, on peut atteindre le maximum, on va dire, du 200 degrés, c'est 80-200 degrés. Et à partir de là, les brûleurs gaz existants peuvent faire le relais. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas du tout envisagées avant et qui commencent à l'être puisque le gaz augmente fortement. Je vous laisse passer. Donc, dans l'industrie, les principaux leviers pour mettre en place la biomasse, c'est aujourd'hui la hausse du prix du carbone. Alors, ça va concerner ça uniquement les industries qui sont soumises aux quotas CO2, donc c'est avec les chaufferies de plus de 20 MW. Mais là, c'est un levier qui est très important puisque le carbone était à 30 € il y a 2 ans et aujourd'hui, il est à plus de 100 € la tonne. Donc, en fait, en termes de charges, avec la baisse des quotas carbone, ça va être des charges annuelles très fortes qui font que ça rentabilise très rapidement
le dossier biomasse. Après, avec un projet bien dimensionné et dont on va voir un peu les spécificités en dessous, on arrive aujourd'hui à avoir des temps de retour de l'ordre de 10 ans, 15 ans si c'est un projet un peu plus complexe. Donc, un des leviers forts dans l'industrie, c'est que vous avez des temps de fonctionnement. Il y a des temps de fonctionnement qui sont très importants. On peut arriver à faire tourner des chaudières plus de 3000 heures jusqu'à 7800 heures parfois quand on a vraiment un fonctionnement en continu. Si on est sur des temps de fonctionnement plus petits, c'est très difficile de rentabiliser l'installation. Donc, si on a une chaudière qui tourne que 6 heures ou 8 heures dans la journée, pas la nuit, pas le week-end, ça peut vite être compliqué en termes de rentabilité. Après, c'est vrai qu'en industrie, on a une acceptabilité qui est plus facile pour mettre en place des grosses chaufferies, donc c'est déjà une zone industrielle. En termes de camions, généralement, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'on a souvent des industriels qui ont déjà beaucoup de camions sur leur site et ça ajoute généralement pas trop de camions. On va être entre 1 camion et 10 camions par jour maximum en fonction de la taille de la centrale. Et on n'a pas ce souci d'intégration architecturale, donc on peut baisser les coûts aussi de mise en œuvre de la chaufferie. Et en termes de subventions, donc ça c'est vraiment le levier principal, on a donc le fonds chaleur BCAT, mais attention, c'est à partir uniquement de 12 gigawattheures, donc ça fait quand même, ça peut se considérer à partir d'une chaudière de 2 MW qui tourne 6000 heures. Ça peut être une chaufferie plus grosse qui tourne un peu moins d'heures, mais 12 gigawattheures, c'est déjà quand même une belle production. Donc ça, c'est le fonds chaleur BCAT. Et il y a 1 à 2 dates de dépôt par an. La subvention, elle a été pendant très longtemps autour de 40%. Aujourd'hui, vu qu'il y a énormément de demandes, on est plus autour de 30% des investissements. Et après, pour les plus petits projets, il y a le contrat de chaleur renouvelable. Je crois qu'un intervenant en parlera après. Mais en gros, c'est le fonds chaleur de l'ADEME qui est délégué au niveau local. Et donc, vous pouvez après avoir le même type de subvention de l'ordre de 30-40%. Alors, les freins qu'on a répertoriés sur les projets biomasse, qui ne permettent pas forcément d'installer une chaufferie biomasse, c'est les sites qui sont en chaudière vapeur, mais de petite puissance. Donc là, on a fait des petits benchmarks et je crois qu'il y a Quant qui intervient après, qui pourra nous repréciser sur quelle gamme de puissance il travaille sur les chaudières vapeur. Mais on a acté, nous, qu'on ne pouvait pas fournir aujourd'hui. Il n'y a pas d'offre constructeur en dessous de 1,5 MW. Et très peu entre 1,5 et 3 MW. Donc, ça veut dire que déjà qu'il y a une mise en concurrence compliquée. Et pour tous les projets qui seraient en dessous, on n'a pas de réponse pour mettre en place une chaudière vapeur. Après, peut-être que vu que la demande va certainement augmenter avec le contexte, peut-être que les constructeurs vont s'atteler à mettre une offre sur ce type de puissance. Et après, on a une forte demande de l'ADEME pour caractériser cet usage de la vapeur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui utilisent de la vapeur, mais parfois uniquement pour 10 ou 20% de leurs usages sur site. Et l'idée, vraiment pour valoriser au mieux la chaufferie biomasse, ça serait de convertir en eau chaude l'usine. Des fois, il y a des gains aussi qui sont immédiats, rien qu'au passage en eau chaude, on va gagner 10, 15, 20% d'économie d'énergie, parce qu'on a des réseaux qui sont mieux isolés, parce qu'on a moins de fuites, parce que on est en plus basse température. Donc déjà, passer le réseau vapeur en réseau eau chaude, et s'il reste de la vapeur à fournir, mettre en place une petite chaudière gaz-vapeur qui ferait uniquement cet usage-là, et le reste serait en eau chaude, donc avec une chaudière biomasse. Je vous laisse avancer. Donc un autre frein qui peut être important, mais où il y a des solutions après à travailler avec les constructeurs, c'est effectivement les arrêts le week-end. La chaudière, on ne peut pas l'éteindre et l'allumer tous les week-ends. Elle supporte mal en fait des arrêts en termes de construction interne, de tout ce qui est foyer, tout est abîmé. À chaque fois qu'on s'arrête, il peut y avoir de la condensation ou des choses qui sont abîmées dans la chaudière. Et donc, du coup, souvent, s'il n'y a pas du tout de fonctionnement le week-end, on peut avoir le choix de maintenir en feu cette chaudière, qu'elle tourne à un minimum. Donc, du coup, c'est un choix technique possible, mais il y aura une surconsommation quand même. On va utiliser du bois pour maintenir juste en feu la chaudière. Après, il peut y avoir des travaux sur du stockage en fonction des besoins. Si on peut réutiliser
une partie le lundi sans détériorer le bilan normal d'un lundi. Enfin, voilà. Donc après, il y a des choses à faire pour essayer de faire fonctionner quand même cette chaudière le week-end. Alors après, peut-être qu'on pourra détailler ça ou Coretech pour vous préciser un peu ce qui a été fait sur des cas concrets. On a aussi la problématique de certains process qui sont très sensibles, surtout des process vapeur finalement, avec des pressions de travail qui sont très sensibles et s'il y a un arrêt de la biomasse intempestif, ça peut perturber fortement le process. Donc c'est pour ça, comme le présentait aussi NJ, on travaille souvent sur une base et on évite de travailler trop sur des pointes, même si le projet de Visil montrait qu'on arrivait quand même à subvenir à beaucoup de pointes du process. Donc là, sur le graphe, la partie en vert, c'est vraiment la base faite par la chaudière biomasse. Et dans ce cas spécial, il y avait une base gaz maintenue en orange pour éviter que si la chaudière biomasse s'arrêtait, qu'il n'y ait pas à ce moment-là un maintien de pression suffisant. Et donc, du coup, vous avez des chaudières qui fonctionnaient sur une base à 8 tonneurs ou même 12 tonneurs, je crois, pour qu'il y ait un relais immédiat en cas d'arrêt de la chaudière. Donc, c'est des astuces pour quand même mettre de la biomasse alors qu'on a un process qui est très sensible à des arrêts. Donc après, il y a beaucoup de questionnements sur la ressource. Les industriels, quand on étudie des projets biomasse, se posent la question, OK, il y a de la biomasse aujourd'hui, mais est-ce qu'il y en aura demain? Est-ce que le prix ne va pas beaucoup bouger? Donc effectivement, avec la conjoncture, c'est assez difficile de rassurer totalement. Après, il y a des études locales et comme le montrait Fibois, la ressource en forêt s'accroît un peu partout en France. Donc, on est dans un pays où il y aura de la disponibilité pour faire des projets bois. Après, il faut bien sûr que les entreprises locales s'organisent pour mettre à disposition ce bois pour les chaufferies. On a beaucoup la question aussi sur le bois propre, le bois déchet ou les CSR, qui sont les combustibles solides de récupération. Donc, en fait, c'est la préparation de déchets à base de plastique, de carton et de biomasse qui sont issus des déchets d'activité. Et donc, nous, ça, on réserve ces combustibles-là, donc le bois déchet et les combustibles solides de récupération, à partir de 10, on va dire 15 mégawatts, avec des temps de fonctionnement longs, donc plus de 6000 heures par an. Parce que c'est des projets qui sont déclarés en incinération et puis qui ont des flexibilités qui sont encore moins flexibles qu'un projet biomasse classique. C'est-à-dire qu'ils ont des minimums techniques qui sont aux environs de 70%. Donc, ça s'adapte vraiment sur des gros projets où il y a une base de consommation importante, sans arrêt, qui fonctionne les week-ends, bien sûr. Donc, c'est beaucoup moins flexible qu'un projet en biomasse classique. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, maintenant, pour les projets qui font plus de 15-20 mégawatts, autant avant, on les orientait directement vers des projets bois déchets ou combustibles solides de récupération. Et là, avec la nouvelle conjoncture, finalement, le bois plaquette, c'est une énergie où la stabilité du prix est plus importante. On sait plus prédire aujourd'hui combien le bois propre va coûter que le bois déchet, où il peut y avoir des tensions, parce que des fois, quand il est capté, quand il n'y a plus de disponibilité du bois déchet, forcément, le prix monte. Et sur les CSR, où c'est une énergie où encore on n'a pas fixé de prix. Sur certains sites, il va être en recette, sur d'autres, il va coûter 0, sur d'autres, il va coûter un peu d'argent. Enfin, c'est des choses qui sont beaucoup moins stables, et ce qui fait que les industriels reviennent aussi sur la plaquette forestière. Du coup, en termes de montage de projet, on m'a dit de faire une petite partie là-dessus. Donc, les projets débutent toujours par une étude de faisabilité qui est soit faite par un bureau d'études, soit qui peut aussi être faite directement par l'exploitant pour proposer ou mettre d'ouvrage une solution de décarbonation. Et derrière, du coup, le projet peut partir en maîtrise d'œuvre avec le lancement aussi d'un contrat d'exploitation qui peut... le contrat d'exploitation, c'est si on passe avec un opérateur énergétique, mais si on a des personnes en interne qui veulent se former et monter en compétence sur le bois, on peut très bien avoir une gestion interne. On peut aussi lancer une assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut vous aider après à sélectionner un opérateur qui ferait la conception, la réalisation du projet. Et on peut soit dissocier le contrat d'exploitation, soit l'associer à ce montage de conception-réalisation. On appelle ça un marché global de performance.
Donc, dans ces deux premiers cas, soit en passant de maîtrise d'œuvre, soit en assistance à maîtrise d'ouvrage avec un marché de conception, réalisation, exploitation, l'investissement il est bien porté par l'industriel. Ou après, vous pouvez partir avec un assistant à maîtrise d'ouvrage qui vous aide à sélectionner un tiers investisseur. Et donc, le tiers investisseur, lui, il investit et il fait la conception, la réalisation et l'exploitation. Donc, il va plutôt vous vendre un prix de l'énergie, un prix de vente de chaleur. Voilà, donc toutes les solutions, finalement, c'est plutôt en fonction des connaissances de l'industriel, de son implication dans son outil de production de chaleur. Par exemple, moi j'ai le retour de Nestlé qui sur certains sites fait du tiers investissement parce qu'il sait qu'en interne, il n'a pas des personnes qui sont motivées pour travailler sur ce type d'outils. Par exemple, ils ont des techniciens qui sont plutôt âgés ou qui ne sont pas intéressés par la maîtrise de cet outil. Et sur des sites où ils ont une équipe énergie et des techniciens qui sont ultra motivés pour traiter ce type de projet, et ben, ils sont plutôt passés sur une maîtrise d'œuvre et après un contrat d'exploitation complémentaire, peut-être pour l'entretien de la chaudière et certaines actions qu'ils ne peuvent pas faire en interne, mais ils gardent l'exploitation interne. Voilà. Donc, le tiers investissement, l'avantage, c'est que l'industriel, finalement, a presque rien à gérer. Il y a une contrepartie, il y a une prise de risque par le tiers investisseur et il y a forcément un prix de l'énergie qui est légèrement plus important, mais on va dire, c'est un compromis qui fait que l'industriel, après, a aussi un outil qui est maîtrisé par son exploitant. Voilà, je crois que moi, j'ai fini. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Et donc maintenant, on va passer à Monsieur Poula pour Corotech. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je vais faire résonance avec un certain nombre de choses qui ont déjà été indiquées ou évoquées en vous présentant des retours d'expérience en industrie sur des projets de biomasse. Donc, si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Suivant. Donc, Corotech, on est une société indépendante. On accompagne les clients industriels sur leurs projets liés aux utilités et à la performance énergétique. Donc, on intervient sur un certain nombre de dossiers liés aux utilités, notamment donc, des productions de vapeur avec des productions de biomasse, mais pas que. On traite l'ensemble des utilités industrielles et aujourd'hui, un certain nombre de dossiers en récupération de chaleur et valorisation de chaleur fatale. Donc, si vous pouvez passer au slide suivant. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un premier projet pour Roserum à Port-sur-Saône. Donc, le contexte de ce projet, c'est la création d'une chaufferie biomasse il y a une petite dizaine d'années sur le site de Roserum à Port-sur-Saône. Donc, biomasse en parallèle de la chaufferie gaz naturel existante. Donc, un projet que l'on a traité, qui était traité par Engie Cofeli, et donc une production de vapeur qui alimente le site. Le projet, c'est une chaudière compte de 12 tonnes environ à 19 bars. Et ce projet-là, il a été alloti en silos environ, dont le lot de travaux que l'on a traité avec tous les équipements connexes chaufferie. Et donc, si vous pouvez passer au slide suivant pour le contenu du projet. Donc, notre mission était de réaliser les travaux dans la chaufferie existante. Donc, le raccordement et la création d'une chaufferie biomasse à plus ou moins grande échelle a un impact sur les installations communes et les installations existantes de vapeur. Donc, il y a un certain nombre d'interfaces avec l'installation existante. Là, dans le cas présent, il fallait qu'on rajoute des pompes alimentaires pour alimenter la biomasse. Liaisonner cette nouvelle installation au travers d'un rack et des réseaux vapeur et condensat entre donc la chaufferie biomasse et le site industriel. Et puis l'ensemble des travaux et raccordements hydrauliques de la biomasse avec les études d'ingénierie, dont toutes les études d'implantation pour le plan guide GC et la partie fonctionnelle pour l'eau, électricité, contrôle commande. Dans le cadre de ce projet-là, les enjeux et les difficultés rencontrées ont été dans la définition des données de base entre l'industriel, le chaudiériste et
et la maîtrise d'œuvre où finalement on a eu des soucis après un peu en mise en service et en mise en production industrielle, afin notamment d'éviter les arrêts chaudières sur niveau très bas. Et donc, on a eu un peu des difficultés au niveau des pompes alimentaires pour créer une installation qui soit fiable dès le départ et dès la mise en service. Et M. Duriez d'Engie l'a évoqué effectivement, donc, afin de fiabiliser la production de vapeur. Sur ce site également, on a mis en place une vanne de déverse qui a permis d'assurer un fonctionnement le plus fiable possible de la biomasse, de limiter les arrêts et les trop forts appels de vapeur, et donc de protéger la biomasse sur des pics de consommation. Donc, le sujet, c'est que finalement, en phase de préconception, on envisage un projet de biomasse avec un certain nombre de données, et la phase de mise en service et de mise en production industrielle pour fiabilisation de l'installation est très importante. Là, je vais vous présenter le sujet qui a été évoqué donc, sur les installations de vapeur, et pour répondre à un certain nombre d'enjeux qui ont été évoqués par Indigo, pour répondre à la problématique d'un certain nombre de paramètres lorsqu'on crée une chaufferie. La première problématique, c'est les consommations industrielles. Très souvent, dans un certain nombre de cas, en tous les cas plus majoritairement sur les process industriels que dans le cadre des réseaux de chauffage urbain, on a des fluctuations plus ou moins importantes en termes de débit vapeur et en termes de vitesse de montée et de descente de la consommation vapeur des sites industriels. Et ça, par rapport à une chaufferie gaz traditionnelle, c'est une donnée à prendre en compte et une problématique. Ensuite, on se connecte avec un système existant qui est une chaufferie vapeur gaz naturel, qui est soit existante, soit que l'on recrée, et qui a ses propres caractéristiques en termes de réactivité. Et on a la problématique de la réactivité, entre guillemets, plutôt faible de la chaufferie biomasse. Donc, par la conjonction de ces trois problématiques, un dispositif qui peut être ajouté, qui aujourd'hui est assez peu pris en compte et très rarement ajouté, c'est un accumulateur vapeur. Donc, le principe, c'est qu'on design la chaudière biomasse à une pression d'une pression de design supérieure par rapport à la pression de vapeur du réseau client. Le remplissage initial se fait à l'eau alimentaire, et après en fonctionnement, donc la biomasse, vous voyez sur le petit slide, le petit graphe sur la droite qui est très simplifié, la chaufferie biomasse vient charger en vapeur l'accumulateur qui, sur les phases, décharge sur le réseau. Et donc, en fonctionnement, la température de l'accumulateur varie entre la température de saturation de la pression de chaudière, qui est supérieure par rapport à la pression du réseau, et la température de saturation plutôt basse, qui est la température de saturation à la pression du réseau. Et donc, l'énergie stockée, ça peut être infini, finalement, si on augmente un certain nombre de paramètres, mais c'est un compromis à trouver entre le volume d'eau, donc le volume de l'accumulateur, et puis le delta T entre les deux températures que je viens de vous présenter avant. Et donc, la fonction de l'accumulateur, il est double. Il est de se charger, finalement. Donc, on charge l'accumulateur lorsque la demande sur le réseau est inférieure au débit qui est alimenté par la chaudière. Donc, ça permet de limiter les mises à l'atmosphère de vapeur et donc de limiter la consommation de combustible sans valorisation derrière. Et donc, on décharge l'accumulateur lorsque la demande vapeur est supérieure au débit de la chaudière. Donc, ça permet de répondre aux appels de pointe, qui n'est pas assuré par la chaudière biomasse, et ça permet à la chaudière de réguler, donc de protéger la chaudière, et ça permet à la chaudière de réguler sur sa plage de fonctionnement et de régulation. Donc, ça, c'est pour les grands principes. Si vous pouvez passer au slide d'après. Donc, les avantages de ce dispositif, ils sont nombreux. Donc, ça permet déjà d'envisager des projets sur des process intermittents. On a évoqué, je pense que Comte y reviendra après, mais
Donc, c'est un facteur limitant pour envisager les projets sur des process industriels. Ce dispositif, dont il faut tenir compte dès la phase de conception, peut permettre et doit permettre d'envisager et de réaliser certains projets industriels. Donc, ça permet également de designer la chaudière biomasse au plus juste, d'éviter le surdimensionnement. Donc, comme on dimensionne pas pour les pointes et plutôt pour un talon, donc ça permet de limiter le surdimensionnement et donc de limiter l'investissement. Ça permet de protéger la chaudière, donc ça on l'a évoqué. Et puis ça permet de limiter les mises à l'atmosphère, donc ça augmente quand même, ça limite l'OPEX. Et puis ça peut permettre, et ça améliore très clairement le taux de couverture biomasse, parce que finalement, on vient charger un accumulateur qui décharge, donc normalement, on améliore grandement le taux de couverture biomasse. Et donc, on a un cas à l'étude. Si vous pouvez laisser, s'il vous plaît, le slide précédent. On a un cas à l'étude actuellement d'un site industriel agroalimentaire qui est équipé d'une chaufferie vapeur avec 2 chaudières gaz naturel, qui envisage une chaudière biomasse de 10 tonneurs. Ses besoins vapeur sont assez fluctuants, avec un minimum de consommation de l'ordre de 4-5 tonneurs, une moyenne de consommation vapeur à environ 8-10 tonneurs, et puis des pointes qui sont quand même assez importantes à 20 tonneurs. Donc, on a designé un accumulateur de 30 mètres cubes qui permet de stocker 1,2 tonnes de vapeur. Et donc, ce dispositif, il permettrait 2 choses. Il permettrait d'alimenter les pointes de vapeur sans nécessairement faire appel aux chaudières gaz naturelles sur les pointes de 4-5 minutes. Et donc, il permet de fournir 10 tonneurs de vapeur pendant 4-5 minutes. Et surtout, donc, il permet d'améliorer le taux de couverture significativement pour le porter d'environ, théoriquement, mais 70% avec la chaudière biomasse sans accumulateur. Et avec accu, on est sur des taux de couverture qui sont au moins de 85%. Donc, on vient sur un dispositif qui est très intéressant et qui est très rentable également quand on parle de hausse de coût d'énergie et de stabilité du coût de la biomasse. Donc ça, c'était pour faire un focus sur le dispositif des accumulateurs vapeur qui, de notre point de vue, peut être utilisé sur un certain nombre de projets. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, si vous pouvez présenter, c'est le projet d'Ingredia. Donc, ce projet-là est un projet qui est en cours d'étude d'exécution. Donc, c'est dans le nord de la France, pour Saint-Paul-sur-Ternoise. Également un projet dont l'exploitant est Engie, qui va se réaliser au courant de l'année prochaine, avec la création d'une biomasse en parallèle d'une chaufferie gaz existante. Donc là, on est sur un projet d'une taille un petit peu plus importante, c'est une chaudière Weiss de 25 tonneurs à 35 bars. Et là, dans le cadre de ce projet-là, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ont choisi d'allotir de manière un petit peu plus importante. Donc, on est sur un projet un peu plus taillé, en plusieurs lots, avec un lot de travaux rattachés au lot du chaudiériste et un lot de travaux d'interconnexion avec la chaufferie existante. Donc, si vous pouvez passer au slide d'après. Donc, notre mission, elle est assez proche finalement du projet d'Euroserum qu'on a réalisé il y a quelques années, mais qui pour l'instant est découpé en deux opérations. Donc, avec les raccordements hydrauliques et les interfaces au niveau de la chaudière biomasse, donc projet que l'on a actuellement en réalisation en cours d'étude d'exécution. Et on a remis une offre, on est en cours de consultation pour tout ce qui est interconnexion. Donc, ça arrangerait tout le monde finalement qu'on fasse le deuxième projet, mais malheureusement, ça n'a pas été monté comme ça du départ. Et donc, c'est une des problématiques, c'est que ce découpage un peu à la hache multiplie les interlocuteurs, les interfaces et ce genre de choses. Finalement, ça apporte peu de valeur ajoutée pour le projet. Et puis après, il y a l'application de la DESP, bien évidemment sur les autres projets, mais là, à ces niveaux de pression, on vient sur un niveau de complexité qui est encore supérieur pour ce type de projet, mais qui est tout à fait réalisable. Donc voilà, moi j'ai terminé la présentation des exemples et
et pour vous montrer un peu notre rôle dans le cadre des mises en œuvre et puis les principaux enjeux en termes de réalisation et de mise en service. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Et donc maintenant, on va passer à la présentation de Jérôme Rousset qui intervient pour la société Compte. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais, pas de souci. Oui. Bonjour, donc je suis Jérôme Rousset, je suis directeur commercial France de la société Comptair. Alors, je vous ai préparé un slide en 3 parties, grosso modo. La première partie sera une présentation de la société Compte. La deuxième partie, une partie qui va vous montrer les chaudières qu'on peut proposer, le type de chaudières qu'on peut proposer. Et la troisième partie, je vais vous montrer des exemples de projets qu'on a pu réaliser dans l'industrie, dans différents types d'industries. Donc, ouais, tu peux avancer. Donc là, c'est la société Compte, pardon. Aujourd'hui, c'est une société qui a plus de 130 ans. C'est une société où il y a entre 350 et 380 personnes dans le monde. On représente sur 8 sites différents. Donc, les sites, on les voit ici. Donc, il y a 2 sites en France, pardon. Un site en Biélorussie, un site en Pologne. Donc, ces différents sites, c'est des sites de production. Et ensuite, on a 2 différents sites commerciaux en Espagne, en Italie, en Angleterre et un partenaire également qu'on a au Québec. C'est bon. Donc bon, là, je vous ai remis la carte. De toute façon, je pense que c'est des choses qui sont partagées, mais aujourd'hui, on a 4 commerciaux. Donc, il y a moi-même, il y a Dominique, Comte, Domelango, Renaud Bard. Et après, on a différentes agences au niveau du service après-vente pour essayer d'intervenir le plus rapidement possible en cas de besoin. En tout cas, retrouver une proximité avec nos clients. Donc aujourd'hui, Compte, c'est une société qui est en capacité, alors sur la gamme de puissance que vous verrez après, de proposer un process complet, c'est-à-dire du stockage, donc par différentes solutions, des top loaders, des échelles, des extracteurs rotatifs. Alors des fois, c'est pas forcément nous qui le faisons. Dans l'exemple de Vika, par exemple, c'est pas nous qui l'avions fait pour des questions j'imagine, j'étais pas présent à l'époque, mais de parcelles et sûrement de volume global de chaufferie et de besoin d'autonomie. En tout cas, et en général, on fournit la partie stockage, la partie transfert par vis, par transporteur, la chaudière évidemment, le pré-filtre de type multicyclone ou monocyclone, ça dépend des fois, l'électrofiltre ou le filtre à manche, c'est-à-dire le deuxième niveau de filtration, qu'on peut fabriquer sur des petites puissances ou qu'on achète sur des puissances un peu plus fortes. Et ensuite, on gère aussi tout ce qui est évacuation des cendres, des suies, traitement stockage des poussières pour mise dans des bennes à cendres ou dans différents types de stockage. Donc vraiment, on fournit le process global, on le livre, on le monte, on l'installe, on fait la formation, on règle les chaudières. Il y a une partie que j'ai voulu mettre en avant qui est quelque chose, un service R&D qui s'est mis en place chez nous, qui s'est plus structuré chez nous depuis 3 ans maintenant. On a beaucoup chez Compte, on a beaucoup de chaudières, on arrive à avoir un gros Rex terrain, donc on arrivait à faire évoluer nos produits par rapport à ce Rex terrain. Pour autant, et depuis 3 ans, on a considéré que ce n'était pas suffisant, donc on a essayé de corréler ce Rex terrain, qui est quand même primordial, par rapport à des calculs thermiques. Donc là, à gauche, par exemple, vous voyez des simulations qu'on est en capacité de faire aujourd'hui, enfin, qu'on fait plus aujourd'hui en tout cas. Donc des simulations au niveau combustion, donc ça nous intéresse d'avoir cette vision-là par rapport à des températures qu'on peut retrouver à tel ou tel endroit pour gérer au mieux nos rejets en NOx ou en CO. On fait aussi plus de simulations concernant la circulation d'eau dans la chaudière. C'est important, clairement, que l'eau circule dans la chaudière correctement et de partout pour éviter les zones froides qu'on pouvait éventuellement retrouver sur certaines parties de l'échangeur et sur certaines chaudières, dans le but de minimiser les phénomènes de condensation locale qu'on peut avoir. Et on fait aussi plus qu'avant des simulations, donc là c'est la partie particules où on va réussir à mieux visionner le captage des poussières, par exemple, là dans cet exemple, dans un monocyclone. Donc ça c'est vraiment la partie R&D thermique et on utilise pour information Fluent. Ensuite, on a une partie développement produit. Donc forcément, alors, développement produit, déjà c'est amélioration de nos produits. On peut constater des difficultés, des problèmes, enfin, il n'y a pas de difficulté à le dire, donc on essaye de les corriger déjà. Et ensuite, on essaye de créer de nouveaux produits. Donc, par exemple, on travaille aujourd'hui sur des poussoirs d'introduction directe.
Donc ça peut être des gros produits. Et on travaille aussi sur des produits plus petits, c'est-à-dire tout ce qui peut être capteur, par exemple. On travaille sur un capteur de NOx, de NH3, pour gérer de manière autonome la SNCR qu'on pourrait mettre en place. On travaille aussi sur des projets de caméras thermiques. Donc aujourd'hui, on est en capacité de mettre une caméra, mais c'est ni plus ni moins qu'une caméra ou avec un report de vidéo, mais dans un but ultime de rendre la chaudière totalement autonome. Donc aujourd'hui, on est en POC sur ce projet-là. Donc on sait mesurer grâce à cette caméra les zones chaudes, les zones moins chaudes, les types de combustion sur la grille. Et ensuite, le but, c'est de récupérer, d'interpréter toutes ces données pour les transmettre à la chaudière et pour adapter la combustion, pour performer en termes de rendement, en termes de rejet environnemental. Et après, on a une partie de digitalisation. Donc, c'est un peu lié à ce que je viens de vous dire juste avant. L'idée, c'est de récupérer un max de données sur les chaudières, sur toutes les chaudières qu'on peut connecter. Ensuite, ces données, les récupérer sur un serveur, sur un cloud, traiter ces données et ensuite essayer d'anticiper des éventuelles casses, des éventuels échauffements sur déroulement, augmenter les rendements, augmenter la performance de la chaudière dans le temps. Donc là, c'est pareil, on est en POC depuis 1 mois et demi à peu près, sur 5 chaudières qui ont été ciblées en France et à l'étranger pour voir un petit peu les contraintes de transfert, le volume de données qu'on a. Donc ça, c'est vraiment une grosse ambition qu'on a chez nous avec un objectif de 2025, grosso modo. Voilà, donc gros travail R&D. Aujourd'hui, la R&D, c'est 6 personnes chez nous, en fait. Donc, tu peux avancer si ça ne marche pas. Les différents clients, donc là, on travaille beaucoup aussi sur la collectivité et il y a une part industrielle qui est fluctuante. Donc, l'industrie du bois en tant que telle, c'est-à-dire des gens qui ont leur propre combustible, c'est un marché sur lequel qui est toujours présent, plus ou moins présent, mais il y a toujours présent. Après, les autres marchés peuvent être liés à l'agroalimentaire, les papeteries. Il faut quand même se rendre compte que c'est aussi c'est plus fluctuant déjà et c'est quand même fonction des BCAT. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dossiers vapeur qui ont pu se monter dans les années 2010 à 2014, on va dire avec l'inertie du temps. Après, il y a eu un gros tassement de ces données, de ces dossiers entre 2014 et 2019. Et puis là, on voit qu'il y a un renouvellement lié au BCAT, au France Relance, etc. Donc ensuite, on peut passer, là c'est un petit peu les différents pays dans lesquels on a pu installer des chaudières. Ensuite, la gamme chaudière, alors nous aujourd'hui on a deux gammes, on a une partie eau chaude et une partie chaudière vapeur ou équipement sous pression. 90% de nos pipes, de nos affaires, ça va être des chaudières dans lesquelles on va brûler de la plaquette forestière de différentes tailles, de différentes humidités. Et en fait, on a une gamme qui est assez large, des fois qui est redondante avec les puissances, mais en fait, chaque chaudière est adaptée au mieux pour brûler ce combustible, un combustible précis en granulométrie et en humidité. Pour faire simple, plus l'humidité est faible et plus la granulométrie est faible, plus la chaudière est petite et moins elle est chère. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, c'est chaud. Donc 90-95%, ça va être de la plaquette. Ensuite, on a une partie granulée. Donc aujourd'hui, ça reste vraiment sur des petits marchés, sur des chaudières de 300, 400, 500 kW, 1, 2, 3 chaudières. Mais c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne retrouve plus des projets de 2, 3, 5 mégas comme on avait pu faire à Montpellier en granulé. Donc, je pense que c'est un peu lié peut-être auprès du granulé. Et ensuite, on a une petite partie de notre pipe et de notre marché. C'est plus des chaudières dans lesquelles on va brûler des agrocombustibles. Et là, ça peut être très vaste. Donc, aujourd'hui, on a quand même une compétence forte sur tout ce qui est combustible de type anadelin. Donc, c'est un produit qui va ressembler à du blé, grosso modo. Mais c'est un marché c'est un produit qu'on retrouve exclusivement dans le Nord. Donc, on fait 1, 2 chaudières par an avec ce produit. On peut brûler de la rafle de maïs. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. On peut brûler de la coque de cacao, de la bagasse, de la brisure de noyau de prune. On travaille sur un dossier actuellement. Donc, en tout cas, on n'a pas forcément de limite sur un combustible de type agrocombustible qu'on pourrait brûler. Simplement, quand on va travailler sur ces dossiers-là, on va les traiter de manière spécifique, car c'est jamais facile de brûler ce type de produit.
Donc, on va forcément demander une analyse physico-chimique et ensuite corréler cette analyse par rapport à la chaudière et aux performances environnementales qui sont demandées. Donc, en gros, sur les chaudières eau chaude, on commence à 150 kW et on va jusqu'à 10 MW. Ensuite, sur on a la partie deux autres chaudières, donc la partie les chaudières vapeur que vous devez un petit peu connaître, en tout cas chez Contair, donc on n'entend plus souvent parler. Donc, c'est des chaudières qui vont commencer aujourd'hui à 1500 kW jusqu'à 8-9 MW, 10 MW environ, enfin, ça dépend un petit peu de la limite. En pression, on a 2 niveaux de PMA, 18 bars, 26 bars. Alors, on descend très bas, j'entendais Madame Paulus qui parlait de petites chaudières vapeur tout à l'heure. Cette gamme de 1500 kW qui commence chez Contair, c'est historique, mais c'est vrai qu'on a rarement vendu des chaudières entre 1500 et 3000 kW, on va dire. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On arrive à vendre des chaudières de 2000-2500 kW parce que le ROI, il se regarde. Mais en l'état, on n'a pas le temps déjà, mais pas la volonté non plus de descendre en dessous de 1500 kW. Alors, je sais qu'il y a un marché de microbrasserie où des fois, ils demandent des chaudières qui pourraient être de l'ordre de 600-700 kg heure, 800, 900, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, c'est un marché sur lequel on n'est pas présent, sur lequel on ne sera pas présent demain, même si on est attentif. Ça nous semble compliqué à rentabiliser dans le temps, à discuter plus tard si vous le souhaitez, évidemment. Et ensuite, on a un type de chaudière, je ne sais pas si vous le connaissez plus que ça, c'est des générateurs d'air chaud. Donc, le but, donc c'est des chaudières qui vont commencer à 4,5 MW et qui vont jusqu'à 15 MW. Donc, on doit livrer deux chaudières au groupe Cristal Union de 2 fois 15 MW en janvier. Donc, en fait, c'est grosso modo, vous brûlez le combustible et ensuite, les fumées ne passent pas dans un échangeur, mais vont directement sortir de la chaudière à une température qu'on peut maîtriser. Alors, les températures, ça peut être 450, 650 degrés. Dans le cas du groupe Cristal Union et pour les deux chaudières de 15 MW, c'était jusqu'à 1100 degrés. Le but, c'est d'aller sécher un combustible en contact direct pour l'instant. Et dans l'exemple de Cristal Union, pour le coup, on va sécher de la luzerne ou de la pulpe de betterave. Voilà, donc c'est un marché, c'est des chaudières qu'on fait depuis longtemps, c'est un petit marché. En général, c'était dédié, on les vendait beaucoup chez des producteurs de granulés. Et aujourd'hui, on les vend chez des producteurs de luzerne, de betterave, etc. Donc, c'est important de se rappeler que ces chaudières-là, aujourd'hui, c'est de l'échange direct. Donc, c'est-à-dire que les gaz chargés en poussière, même légèrement, mais pas purs, vont en contact directement avec le produit. On sait le minimiser, mais on ne sait pas le rendre nul. Et en R&D, on travaille pour mettre en place un échangeur air-air, enfin gaz-air pour le coup, pour utiliser ce type de chaudière et pouvoir le proposer chez des clients qui font de la brique, par exemple, ou des tuiles, qui, eux, préfèrent que le gaz de combustion ne soit pas en contact direct avec leur produit. Donc ensuite, je vous ai mis quelques références de chaudières. Donc sur des petites puissances d'abord, donc on y voit leur 30, donc on est sur des projets industriels. Donc bon, industriel, ça peut aussi être du chauffage, donc c'est souvent du chauffage. On n'a qu'à aller voir le slide d'après. Donc là, on monte en gamme un petit peu de plus en plus, mais on reste sur des chaudières eau chaude. Aussi pour du chauffage, ça peut être de la production. Les chaudières eau chaude, c'est des chaudières où on peut fournir une température d'eau à 105 degrés. Donc ça peut être intéressant dans des fromageries. Ça peut arriver que les fromageries aient besoin de 105 degrés et pas de vapeur. Ensuite, le slide d'après, c'est des exemples de dossiers qu'on a pu faire il y a quelques années. Donc KWS, c'est une chaudière eau chaude. Donc en fait, dans cette chaudière-là, on brûle de la rafle de maïs. Donc c'est un semencier en fait qui est en coopérative agricole. Ils cultivent du maïs. Ils ont besoin d'énergie pour sécher le maïs. Donc en fait, quand ils récupèrent le grain, il reste la poupée, la rafle. Donc du coup, cette rafle, en fait, elle est brûlée dans la chaudière qui sèche les maïs, etc., etc. Donc on est en circuit fermé. Et avant, ils travaillaient avec du propane, donc on est quand même sur des chaudières de 8 MW. Sersagami, donc c'est une chaudière qu'on a installée au Québec. Donc ils sont des grandes serres en général, et c'est un serriste qui fait de la tomate. L'Oréal Burgos, alors j'en ai pas parlé, on fait de l'eau surchauffée aussi à 150 ou 180 degrés. Cette gamme est en cours de mise à jour, donc on n'est pas forcément prêt à répondre à des sollicitations sur ce type de produit.
Mais en tout cas, on y travaille. Ensuite, le slide d'après, donc on est sur des chaudières vapeur. Donc, on a eu 2 exemples tout à l'heure, hein, sur Eurocerum et sur papeterie de Visil. Là, je vous ai mis des exemples différents sur des affaires très récentes. Donc, Bel-Évron, c'est une affaire qui a été mise en service récemment pour le groupe Bell. Donc, c'est du process, donc chaudière vapeur de 6,6 kW, c'est une 26 bars. Agronutri, c'est une chaudière qu'on va livrer c'est Engie sur ce dossier-là. Donc, c'est une start-up Agronutri, un exemple de dossier, hein, c'est une start-up qui élève des mouches noires pour avoir des larves. Ils sèchent les larves et ensuite, c'est dans le but d'être intégré dans de la farine animale, en fait. Voilà. Distillerie d'Orange, donc c'est des beaux dossiers qu'on aime bien faire, puisqu'en fait, c'est vraiment du circuit fermé. Donc, c'est une distillerie, ils ont un déchet, c'est le marc de raisin. Le marc de raisin, on le brûle. En le brûlant, on crée de la vapeur qu'on utilise forcément. Donc, on est en circuit fermé, donc c'est une chaufferie assez récente. Et le slide d'après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les générateurs d'air chaud. Donc, 3 exemples, Cogras, Pradier. Donc là, on est sur des générateurs d'air chaud pour faire du granulé. Donc, on va avoir des chaudières de 9, 10, 11 mégawatts. On va avoir des fumées qui vont sortir de la chaudière à 450 degrés, 500 degrés, qui vont aller dans un tambour, sécher le combustible. Ensuite, le combustible est transformé est compressé pour être mis en granulé, puis en sachet pour le coup. Et après, à droite, donc c'est le groupe Cristallinon dont je vous ai parlé avant. Alors, on a installé une première chaudière qui est sur le site de Prodeva, qui est sur le site de Cidésup, qu'on ne voit pas ici. Et aujourd'hui, on va leur livrer 2 fois 15 MW sur le site de Prodeva, donc sécher la luzerne, la pulpe de betterave sur des températures entre 900 et 1100 degrés, en fait. Donc, c'est quand même un gros défi. Et ce dossier-là, on est fiers de le faire quand même parce que c'était une société, aussi bien sur le site de Prodeva que sur le site de Cidésup, qui brûlait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, jusqu'à l'année dernière, du charbon, la lignite. Voilà. Donc, on a remplacé du charbon par de la biomasse. Ensuite, je vous ai mis une dernière petite slide, tout simplement pour vous faire apparaître les prestations qu'on pouvait proposer. Donc, nous, on n'est pas des exploitants, on ne fournit pas de bois. Il y a des gens qui le font très bien. On ne s'occupe pas des chaudières gaz, on s'occupe de nos équipements. Donc, après, on a tout ce qu'un service après-vente peut avoir. Donc, on est capable de faire des interventions techniques, électriques, de formation, de réglage. Mais on va rester vraiment sur notre cœur de métier qui est le process biomasse. Voilà. J'ai envie de terminer. Ok. Merci pour votre intervention, Monsieur Rousset. Et donc, je vais laisser Anne-Sophie présenter la partie accompagnement des structures. Donc, on va commencer par ce que peut proposer la LEC, ce que peut proposer la CCI de l'Ardèche dans un premier temps. Donc, Madame White ne pouvait pas être présente ce soir, donc c'est Anne-Sophie qui va le faire. Après, on va parler de ce que peut proposer la LEC et après FIBO. Donc voilà, je te laisse. Oui, bonsoir à tous. Du coup, voilà, concernant la CCI, c'est Camille White qui devait être présente, n'a pas pu finalement venir. Donc moi, je ne vais pas me permettre de présenter toutes ces slides, c'est elle qui les connaît le mieux. Mais en gros, là, l'intérêt ici, c'était aussi de vous dire que la CCI propose aux industriels des accompagnements, enfin aux entreprises et industriels, des accompagnements en vue d'économiser l'énergie et de travailler sur la décarbonation des industries. Et du coup, voilà, on a mis quelques slides qui vous seront, de toute façon, les présentations vous seront envoyées, donc vous aurez cette présentation-là et son contact. Donc, n'hésitez pas derrière à la contacter pour de plus amples informations. Nous concernant au niveau de la LEC, ouais, du coup, tu peux passer les slides. Voilà son contact. Nous concernant au niveau de la LEC, en fait, on intervient sur tout ce qui est chaudière bois, vraiment en phase très, très amont des projets. Quand le maître d'ouvrage se pose des questions sur voilà, où est-ce qu'il en est qu'il a besoin, voilà, quand il amorce sa réflexion.
Et on sera là pour éventuellement déjà débroussailler un peu le terrain et ensuite on pourra éventuellement l'accompagner très en amont. Alors on est plutôt sur les petits projets. On n'a jamais de notre côté accompagné de projets sur des BCIAT, on sera plutôt sur des projets type fonds chaleur à notre niveau. Mais du coup, sur l'appui à la réalisation d'un cahier des charges pour réaliser l'étude de faisabilité, l'appui au choix du bureau d'études, le suivi de l'étude de FESA et notre présence au temps fort pour permettre de faire le lien entre les bureaux d'études et le maître d'ouvrage. Et ensuite, on accompagne la mise en place de la demande de subvention en lien avec l'ADEME. Et du coup, on fait aussi le lien avec d'autres acteurs potentiels sur, par exemple, comme le syndicat d'énergie, si on est en proximité d'un réseau de chaleur. Mais effectivement, là, on sera plutôt s'il y a uniquement besoin de production d'eau chaude, pas forcément sur des productions vapeur. Voilà, pour voir si c'est intéressant ou pas d'aller se raccorder sur les réseaux en fonction de la puissance et du process qui est nécessaire à la production de chaleur. La papeterie d'Isil tout à l'heure a évoqué éventuellement le fait de faire venir chez eux pour visiter la chaufferie. C'est des choses qu'on peut organiser aussi. Donc, auprès des industriels, ne pas hésiter à nous solliciter. Et nous, on peut se permettre on peut faciliter cette organisation et même organiser de but en blanc l'organisation vers des sites qui ont déjà installé des chaudières biomasse. Voilà, notre rôle, c'est vraiment de faciliter, de faire émerger et puis et ensuite de faire le lien avec les autres acteurs qui, eux, seront plus experts, les bureaux d'études, les exploitants et autres structures spécialisées dans le bois et constructeurs éventuellement. En termes de dispositifs financiers, il faut savoir que les études de faisabilité sont financées à 70% par l'ADEME. Je vous ai mis les liens, donc vous pourrez cliquer dessus quand vous les recevrez. Et en termes d'aide à l'investissement, si on va dans l'ordre décroissant, on a parlé tout à l'heure des appels à projets BCIAT qui, pour l'instant, sont clos, mais vont être renouvelés. Là, on est sur des productions de plus de 12 000 MWh. Ensuite, on va avoir des aides fonds chaleur qui, elles, sont sur des productions entre 1200 et 12 000 MWh sorties chaudière. Là, le fonds chaleur, pour l'instant, en fait, on peut déposer en continu et il y a toujours des aides. Et enfin, sur les projets inférieurs à 1200 MWh, alors là, il y a deux dispositifs. On a parlé, il y a Madame Paulus d'Indigo qui a parlé du contrat chaleur renouvelable. Actuellement, nous, il est terminé sur l'Ardèche, mais en cours de réflexion pour un renouvellement en 2023. C'est le syndicat d'énergie qui porterait et l'ALEC porterait la partie privée. Du coup, voilà, c'est pour l'instant en cours de réflexion, mais on espère bien que ça puisse émerger parce que, mine de rien, côté Ardéchois, on a pas mal de petites chaufferies et du coup, c'est vrai que c'est des aides qui sont, on l'a vu, un peu nécessaires et qui peuvent permettre de déclencher la mise en place des chaudières. Si jamais ce CCR n'est pas présent dans les territoires, il y a quand même le dispositif tremplin, mais accessible uniquement par les PME. Voilà, et enfin, des certificats d'économie d'énergie, mais uniquement pour les industriels sur l'optimisation de chaudières. Et là, vous avez le lien vers les fiches standardisées liées aux C2E qui sont éligibles, en tout cas, sur les installations éligibles. Voilà ce qu'il en est sur les aides, les dispositifs financiers. Voilà, je te laisse la main sur le volet bois. C'est ça. Donc après, au niveau FIBois, c'est en lien avec ce que vous a dit Mathieu tout à l'heure, pour ce qui était FIBois. Donc nous, on a la possibilité, lorsque vous avez pour projet de mettre en place une chaudière biomasse, c'est de vous mettre en lien avec des fournisseurs. Donc notamment, Mathieu a évoqué tout à l'heure le réseau CBQ+. Ensuite, Mathieu a rédigé il y a quelques années un guide technique sur la conception des silos de stockage. Donc ce guide, il est disponible et à commander sur notre site internet. Donc je laisserai Mathieu aussi en parler plus en détail s'il y a des questions à ce sujet. Et pour finir, Mathieu a aussi monté un laboratoire bois énergie
qui permet d'analyser tous les différents éléments qualitatifs qui ont été présentés sur la biomasse, sur le combustible bois énergie. Donc voilà, très, très, très simple. Et donc, je vous remercie pour votre attention et donc on va pouvoir passer à tout ce qui est questions-réponses. Et merci. Donc, en termes de questions, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Donc là, il y avait une question concernant, alors c'est peut-être adressé plutôt pour compte, sur les arrêts, les week-ends. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent, ou même les bureaux d'études, vous avez peut-être des solutions autres, mais en tout cas, voilà, concernant les arrêts, surtout sur la Drôme et Ardèche, où on a beaucoup de chaudières de taille moyenne, entre 1 et 4 mégas. Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent et quel type de solutions vous préconisez ou vous mettez en place? Alors, je ne sais pas qui répond. Est-ce que c'est peut-être Jérôme? Je veux juste dire un petit mot. Ouais. Clairement, c'est toujours un sujet sur les chaudières, l'arrêt week-end. Si je prends l'exemple des 2 générateurs d'air chaud de Pradier et Cogras, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est des chaudières qui sont arrêtées le vendredi soir, qui restent tout le week-end en maintien de feu. Donc, c'est ce qu'a dit Madame Paulus, ça consomme un tout petit peu de combustible. On sait, nous, notre programme est fait, il me semble de mémoire qu'on maintient un feu toujours au-dessus de 180 degrés parce qu'on sait qu'on arrive à faire de la combustion à cette température. Par contre, en dessous, on sait que c'est plus la peine de mettre du bois parce que ça ne brûlera plus. Et du coup, on travaille en cheminée de sécurité. Donc, c'est-à-dire que l'énergie produite sur ces 2 sites, en tout cas, sort directement à l'air libre. Voilà. Donc après, il y a toujours des questions de température, des questions de rejet en poussière. C'est une solution qu'on avait travaillé avec l'ADEME il y a très longtemps. Et c'est une solution qui a été validée. Et c'est cette solution de base qu'on propose. Après, il y a peut-être d'autres solutions qui sont envisagées des fois par des bureaux d'études, pour en parler des fois avec eux. Ça serait d'essayer de récupérer cette énergie. Mais en l'état, nous, on travaille dans le chemin de sécurité. Et ce qui est sûr, c'est que travailler sur un dossier avec une chaudière qui s'arrête le vendredi soir et qui redémarre le lundi matin, je pense que ce n'est pas très viable dans le temps. Non, ça ne doit pas beaucoup exister pour le coup. Et pour la chaudière biomasse, ça reste compliqué parce que l'éteindre le vendredi, elle va s'éteindre progressivement et il y aura l'inertie en décharge, donc pas de sujet. Par contre, le lundi matin, si vous avez besoin de la pleine puissance à 8 heures, il ne faut pas démarrer la chaudière bois à 7h30. Il y a l'inertie montante. Donc nous, en tout cas, on travaille en cheminée de sécurité et on préfère faire ça que d'arrêter les chaudières. Aujourd'hui, les projets sur lesquels le client veut arrêter la chaudière le week-end, on n'y travaille pas forcément dessus. Ok, merci. Est-ce que, je ne sais pas, Corotech ou Indigo, vous avez des compléments à apporter ou... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est quand même un sujet important parce que des industries qui fonctionnent 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc voilà, après, on doit faire ce système. Mais c'est vrai que la surconsommation de bois, elle n'est pas si importante que ça. Après, on ne sait pas, c'est pour être un peu point de vigilance, on ne sait pas. Faudrait mesurer les poussières et les CO pendant cette phase, quoi, du week-end. Je pense pas que environnemental, c'est super. La consommation de bois, nous, on essaye de la calculer, on l'estime. On sait qu'on donne un coup de poussoir toutes les 3 heures. On connaît notre volume de coups de poussoir. Donc, on sait la consommation de bois à peu près de la chaudière. Mais c'est assez marginal. En termes de poussière, objectivement, je ne suis pas sûr que ce soit un gros sujet parce qu'en fait, comme la chaudière elle a très faible charge, il y a très peu d'air primaire et très peu d'envolée. Par contre, au niveau CO, vu qu'on a une combustion qui n'est pas complète, puisque la chaudière est vraiment très, très basse, on n'a pas de NOx, puisqu'on est très bas en température. Par contre, on peut avoir des taux de CO qui sont au-dessus de la réglementation, ça c'est sûr. C'est plus le CO qui est à vérifier que de la poussière, mais surtout le CO, je pense. Ok, merci. Est-ce que d'autres participants ont des questions? Vous pouvez même activer vos micros, on n'est plus très nombreux, il y a des gens qui sont déjà partis. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Moi, sinon, j'avais une question aussi, c'était sur l'exploitation une fois que la mise en service est faite. Peut-être à Nicolas Duriez voilà, comment ça se passe et du coup derrière aussi à partir de quand vous prenez en main le projet, quel est le lien aussi entre le constructeur, l'exploitant, les bureaux d'études à partir de voilà comment ça se passe en termes de montage et de lien entre chacun d'entre vous sur des gros projets comme ça. Alors, nous, NJ Solutions, ça dépend vraiment de la demande de l'industriel. On peut faire un clé en main global qui soit conception, réalisation et exploitation. Et en général, hein, on ne fait pas tout seul parce qu'on ne sait pas tout faire, mais en l'occurrence, on fait appel à Indigo quand on a besoin d'une ingénierie, enfin Indigo ou un autre, mais Indigo est souvent notre partenaire sur des réseaux de chaleur, des choses comme ça. Et puis, des sociétés comme Coretech qui peuvent nous aider à réaliser. Hein. Coretech a pris l'exemple de Eurocerum. Voilà, nous, il se trouve que Papeterie Visil, on a fait avec une autre société en réalisation, mais on est là pour coordonner l'ensemble et faire le lien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le lien avec le chaudiériste, Compte R, il est tout au long de la vie de l'installation. Monsieur Rousset disait tout à l'heure, ils ne sont pas exploitants, mais n'empêche qu'ils ont la connaissance de leur matériel et ils interviennent très régulièrement, 10 ans après, sur Papeterie de Visil, Papeterie du Léman, enfin sur les chaufferies qu'on peut avoir. Et donc, nous, on sert avant tout d'exploitant pour l'industriel, donc on lui sort ses soucis d'exploitation, on va lui garantir un prix et surtout ce prix dans le temps avec ce rendement d'installation et cette disponibilité qui sont vraiment des points essentiels de la biomasse, hein, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est faire fonctionner le plus longtemps possible avec le plus haut taux de couverture l'installation pour consommer le moins possible de gaz ou de fuel ou d'électricité en fonction de ce qu'il y a. Mais on a besoin de tous ces partenaires. Hein. Quelqu'un qui va nous accompagner sur l'ingénierie, quelqu'un qui va nous accompagner en réalisation, nous apporter des idées comme M. Poula en parlait avec l'hydroaccumulation, enfin ces choses-là. Et puis le chaudiériste, c'est un impératif parce qu'il y a des partenaires depuis de longue date avec Compte R. On n'est pas exclusif Compte R, mais on travaille bien avec eux. Ils ont un vrai savoir-faire sur l'eau chaude, la vapeur et voilà, c'est indispensable d'avoir cette relation-là parce qu'il y a quand même des soucis. Hein. La combustion, ce n'est pas du gaz. Il y a des pièces de rechange, des pièces à remplacer, les barreaux de grille, ces choses-là. Et donc, la construction du plan de maintenance, elle se fait en collaboration avec le constructeur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à Si, très bien. Mais voilà. Ouais, très bien. Merci. Je vois qu'il y a des personnes d'Argasner qui sont présents. Est-ce que vous voulez peut-être dire un mot ou ajouter surtout sur le contexte art des choix? Et alors, vous n'êtes pas sur les mêmes gammes de puissance que Compte, mais du coup, peut-être que votre regard est intéressant aussi. Il me semble qu'il y a, j'ai vu... Non, vous pouvez activer le micro. Ouais. Ouais. Nous, la présentation était intéressante. Nous, on travaille aussi avec l'Ardèche. Après, nous, sur la présentation générale, nous, on n'est pas trop encore sur ce gros domaine avec des grosses puissances comme Compte, avec les machines à vapeur. Donc, rien de particulier à rajouter sur cette présentation globale. Et est-ce que sur l'eau chaude, est-ce qu'il y a quand même en Ardèche des industriels qui vont sur de l'eau chaude, même sur des plus faibles… Oui, de plus en plus, notamment cette année avec l'explosion du prix du gaz. Donc, c'est des projets qui se développent de plus en plus, tout constructeur confondu. Et donc aussi avec des exploitants et des exploitants forestiers aussi qui développent aussi leur activité pour suivre la demande
maîtres d'ouvrage. D'accord. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Peut-être des fournisseurs de bois ou... Je vois qu'il y a Abstra qui est là, Jean-Philippe Damon. Sur justement ce côté qualité du combustible, fournisseur bois chez les industriels et comment on arrive à la fois à sécuriser parce que là du coup on est sur des grosses quantités de bois et même d'ailleurs un peu les NJ pareil, vous pouvez peut-être nous dire, mais comment on arrive à sécuriser à la fois en quantité et en qualité la ressource bois, et j'entendais qu'il y avait jusqu'à 10 camions par jour sur certains sites. Voilà, c'est des questions que je me pose. Alors, je vais peut-être répondre pour Engie. Alors, effectivement, Engie, on a eu un volume important parce que en 2012, 2013, 2014, il y a eu beaucoup de chaufferies de biomasse de forte puissance qui se sont construites. Donc, on s'est organisé et on a une filiale propre à Engie Solutions qui s'appelle Soven et qui est chargée des approvisionnements biomasse. On a un bassin en région, 2 bassins en région Rhône-Alpes. Abstra est l'un de nos fournisseurs, un fournisseur important de biomasse, notamment à Papeterie de Visil. Donc, on s'est organisé comme ça et en créant 2 plateformes qui assurent un stock de sécurité pour ces grosses biomasses. Ouais, on livre sur l'Isère et les 2 Savoies environ 25 camions par jour à 30 camions par jour en pleine saison. Et donc, on a besoin d'un stock tampon, on va dire, qui nous permet d'assurer la sécurité, notamment cette année, l'hiver passé, où il y a eu beaucoup de tensions sur la biomasse du fait de l'augmentation du prix des énergies. Ça nous a permis de ne pas avoir de rupture de fourniture, mais ce n'est pas le plus simple et c'est vraiment une filière à part qu'on a tenté d'organiser pour pouvoir fiabiliser et assurer cette fourniture. Alors après, il faut savoir que sur tous les nouveaux projets, il y a forcément chaque exploitant ou chaque industriel qui va vouloir répondre et bénéficier de subventions de l'ADEME. On doit présenter un plan d'approvisionnement biomasse avec bien sûr la ressource qui peut y avoir, mais également en allant plus loin et les contrats qu'on pourra avoir signés dans la durée avec le rayon d'approvisionnement pour sécuriser ça et puis pour que l'ADEME s'assure qu'on ne va pas puiser dans la ressource, mais bien avoir un développement raisonné, et raisonnable de cette biomasse. Donc, je crois que ça a été dit lors de la première présentation, il y a de la ressource. Simplement, il faut qu'elle s'organise. Il faut pas s'organiser, mais il y a de la ressource, mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et du coup, il y a une multitude de fournisseurs. Et nous, cette filière Soven, cette filiale va organiser ces approvisionnements. Ce n'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Ça a mis, je vous dis, à partir de 2013, on a mis bien 2 ans à stabiliser tout ça, à avoir du bois de qualité et d'homogénéiser ça, à fidéliser les fournisseurs. Voilà. Donc, ça demande une certaine organisation. Et voilà, c'est important. Voilà, c'est important. La biomasse, c'est vraiment le cœur du truc et la qualité pour pouvoir assurer une exploitation pérenne est vraiment importante. Et on a fait chez des industriels, certains ont voulu essayer de faire en direct. Voilà, ça peut poser des problèmes parce que la logistique est importante et pas forcément très simple. Ne serait-ce que la facturation, comment on facture la biomasse, ce n'est pas un combustible homogène. Il faut mesurer le PCI à chaque livraison, c'est ce que l'on fait. Il faut peser les camions. Enfin, vous voyez, toute cette logistique est assez compliquée à mettre en œuvre.
Donc, ce n'est pas un sujet à négliger. Ouais. Voilà. Je laisserai Abzra compléter hein, si vous le souhaitez. Monsieur Damon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, si vous êtes là. Non, il y avait une question dans le chat concernant des retours d'expérience sur de la cogé biomasse en milieu industriel. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Alors nous, quand on Sur des fait petites puissances. on fait pas de cogé. Ouais. Donc, Ouais, pour moi, ça concerne pas des petites puissances. De la cogé biomasse, moi j'en ai vu beaucoup en industrie, mais sur des grosses chaufferies de 20-40 mégawatts, quoi. D'accord. Sur du 5 mégawatts, du 3 mégawatts, ça ne marche pas parce que en fait, l'investissement, si on veut travailler en turbine à vapeur, ça coûte extrêmement cher. Alors, effectivement, avec le contexte actuel, on peut se reposer les questions, mais voilà, il n'y en a pas. À partir de 15 mégawatts peut-être, mais pas bien en dessous, hein, franchement. Après, il y en a qui sont beaucoup posé la question de l'ORC. Parce qu'en en fait, on peut faire tourner ça avec des chaudières huile thermique ou des chaudières à vapeur. Et effectivement, pour les petites puissances, c'est plus adapté qu'une turbine à vapeur. Le seul problème, c'est que l'ORC, derrière, en fait, il a un rendement de 20% pour faire de l'élec. Et puis, il va rejeter 75% d'eau chaude à 70-80 degrés. Donc, il faut vraiment avoir un usage eau chaude important et pas un usage vapeur, du coup, quoi, pour que ça soit intéressant. Donc, on a une chaudière à vapeur, on produit de l'élec, mais après, notre énergie, c'est de l'eau chaude. Si on veut que ça soit vertueux pour avoir un bilan énergétique global qui soit intéressant. Oui, du coup, il faut pouvoir valoriser cette eau chaude, quoi. De toute façon. C'est l'objectif. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Et sinon, je pense qu'on va pouvoir, il est 18h50, clôturer. Est-ce que Fibois voulait dire un mot? Allô? Un retour en complément là-dessus? On n'a pas entendu le début de la question. Non, c'est peut-être que Mathieu a un retour, peut-être même des réponses sur l'approvisionnement. Non, oui. Enfin, non, pas spécialement. Enfin, ce qui a été dit est vrai. Après, voilà, côté approvisionnement, aujourd'hui, les fournisseurs sont équipés et la filière s'est organisée. Donc maintenant, ce que a dit Monsieur Denji tout à l'heure, qui coordonnent sur des très, très grosses installations où il y a plusieurs dizaines de fournisseurs, où ils ont besoin d'avoir un organisateur de logistique en interne. Après, sur d'autres installations, même industrielles, aujourd'hui, les fournisseurs sont à même de sécuriser les appros, de fournir les mégawattheures pour chaque camion, de contrôler la qualité de leurs produits. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10-15 ans, qui aujourd'hui sont complètement en place de fait de la structuration de la filière. Donc on n'a pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, quoi. Voilà, c'est tout. Mais sinon, non, pas d'infos supplémentaires. Merci. On va peut-être pouvoir clôturer ce webinaire. En tout cas, on vous remercie tous pour votre présence. Merci aux intervenants qui ont joué le jeu aussi du temps pour les présentations et qui sont venus apporter leur expertise. Voilà, pour moi, je dis le mot. Est-ce que Pierre, tu veux aussi clôturer? En tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter s'il y a besoin. On pourra essayer de répondre à vos questions et éventuellement, on va vous renvoyer aussi la présentation de toute façon. Et le webinaire là est enregistré, donc on mettra on vous transmettra le lien pour pouvoir éventuellement le diffuser ou le visionner par ailleurs. Pour ceux qui ont raté la